Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Aujourd'hui, on va parler de l'utilité des petits gestes quand on veut faire changer les choses pour l'environnement. C'est un des partis pris d'Énergique, qui soutient ce podcast, que de proposer des missions individuelles dans son challenge environnemental. Rien de compliqué. Répondre à un quiz, mesurer un bilan carbone individuel, lire un article. L'idée, c'est que pour embarquer un maximum de personnes, il faut proposer des choses très simples et qui les concernent directement. Des petits gestes quoi, mais qui amènent une prise de conscience pour dépasser l'individualité et aller vers une réponse plus systémique aux problèmes environnementaux. Vous pensez que c'est une bonne stratégie ou pas ? Les petits gestes. C'est ce qu'on va creuser dans l'épisode d'aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le challenge environnemental d'Énergique dans les notes de cet épisode. Si vous cherchez des conseils pour l'écologie au travail, que vous tapez sur Google écolo au boulot, vous allez tomber sur plein de conseils divers et variés qui ont pratiquement tous une chose en commun. Ce sont des éco-gestes, des petites actions souvent individuelles. Je peux vous le dire parce que c'est ce que j'ai fait avant de créer ce podcast. J'ai parcouru les 20 premières pages de résultats Google en ouvrant chaque lien et j'ai noté les conseils. Chacun ses loisirs. Enfin bon, j'ai rien trouvé de vraiment exceptionnel. Amener sa gourde, prendre les transports en commun, éteindre les lumières. Si on s'intéresse un peu au sujet climatique et environnemental, on se rend bien compte qu'on ne va pas atteindre l'objectif avec ces petits gestes. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Alors comment on peut passer des éco-gestes à une vraie transition écologique ? Pour répondre à cette question, j'accueille sur le podcast Quentin, qui est cofondateur d'Énergique et directeur des opérations. Bonjour Quentin, et merci d'être au micro d'Écolo au boulot. Bonjour Cassandre, et bonjour aux auditoristes du podcast. Alors on va parler des petits gestes qu'on peut faire pour l'environnement et de comment on passe des petits gestes à une vraie transition écologique. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de la création de l'entreprise Énergique pour qu'on se projette un petit peu dans ta vision des choses et dans ce dont tu vas nous parler aujourd'hui ? De quel constat c'est parti ? Comment ça s'est passé ? Comment on arrive à se dire en fait, tiens, si on faisait un challenge environnemental pour sauver le monde ? Pour l'anecdote, c'est aussi moi de mon envie d'aller au-delà des petits gestes individuels qu'Énergique a vu le jour en 2016, dans la mesure où quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à m'engager individuellement, comme tu le faisais, comme tu l'as dit tout à l'heure, en faisant des petits gestes du quotidien, au démarrage sur le zéro déchet, avant d'aller assez vite vers des actions un peu plus impactantes, comme sur la viande, l'énergie, la banque, l'avion, enfin voilà, toutes les éco-gestes qu'on connaît et qu'effectivement on retrouve sur les premières pages Google. Et au fur et à mesure que je prenais moi-même conscience, je me suis mis à sensibiliser mes amis, les amis de mes amis, justement jusqu'à décider d'en faire mon boulot. Et c'est donc à 22 ans que j'ai créé, en 2016, j'ai créé Énergique avec un objectif de sensibiliser et de faire passer à l'action un maximum de personnes sur tous les sujets liés à la transition écologique, le tout de manière positive et ludique, quitte à le faire, autant le faire de manière sympa. Et après 8 ans, donc Énergique, c'est 18 personnes, toutes basées à Lille, 80 000 personnes accompagnées dans 300 entreprises, 500 écoles et une vingtaine de collectivités et de bailleurs sociaux un peu partout en France. Ok, ouais, donc on voit que c'est parti d'une volonté très très forte de sensibiliser et de faire changer les personnes. Et donc ce challenge environnemental, on va en parler que vous proposez. Il y a des missions individuelles. Donc voilà, je disais, est-ce qu'on peut parler de passer des éco-gestes à autre chose ? Déjà pour parler de ces missions individuelles qu'on peut retrouver sur Énergique, à quoi il faut s'attendre quand on participe au challenge ? Alors la première mission, première action, donc on va demander à tous les joueurs et toutes les joueuses donc qui s'inscrivent dans l'application Énergique, c'est de réaliser son bilan carbone individuel. Ça va permettre de comprendre ce que c'est qu'une tonne carbone, de comprendre les objectifs qu'il faut atteindre, les ordres de grandeur, etc. Mais aussi pour nous d'adapter le discours et les propositions de contenu en fonction du niveau de chacun et de mesurer un avant, un après. Ça c'est pour le bilan carbone. Ensuite on va amener les joueurs, les joueuses à tester leurs connaissances sur des quiz par exemple, ou regarder des vidéos, des articles, des podcasts pour découvrir progressivement
tous les enjeux liés à la transition écologique. Il y a aussi la possibilité de poster des idées, d'échanger avec ses collègues sur un chat ou d'échanger des bonnes pratiques. Et on va retrouver tout ça, et on va retrouver également un classement individuel et un classement collectif pour vraiment visualiser la progression et se comparer avec ses collègues et se motiver. Et c'est à partir de là que les missions arrivent justement pour faire évoluer ces classements. Donc les missions, ça va être des actions sur lesquelles on va zoomer pendant une durée pour inciter les personnes participant au challenge à réaliser des actions ciblées. Par exemple, sur les actions individuelles, ça va être tester une semaine végétarienne, par exemple, ou remonter 2 idées d'amélioration écologique des bureaux, parrainer un nouveau joueur dans l'entreprise, devenir ambassadeur, ambassadrice du développement durable dans son entreprise. Tout ça en plus des petits gestes dont on parlait encore tout à l'heure sur comment venir au travail, privilégier les escaliers aux ascenseurs, etc. Donc ça, c'est pour les actions individuelles. Et il y a également des actions collectives qui vont permettre de sauter le pas ensemble et de créer du lien, de montrer qu'on n'est pas tout seul à faire ces actions, ce qui est assez important dans la démarche. Par exemple, s'organiser entre collègues pour covoiturer ou tester un nouveau mode de transport tous ensemble, ce qui va permettre de gagner des points collectifs. Organiser un petit-déj, zéro déchet, un moment convivial au travail. Pareil, ça va permettre de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à faire des actions, rencontrer des collègues et échanger sur ces pratiques. Ou encore organiser une collecte de vieux déchets, enfin de vieux matériel informatique qui, au lieu de faire des déchets, vont pouvoir être réemployés à la DSI ou autre. Des actions assez concrètes. Et pour certaines entreprises qui sont un peu plus engagées déjà et qui ont déjà une feuille de route RSE, on va pouvoir créer des missions personnalisées. Par exemple, chez Renault, dans les usines, on a créé des missions chasse aux fuites sur les compresseurs d'air, très spécifiques et qui leur permet de faire des économies d'énergie. Donc voilà, on peut créer des choses comme ça. Toutes les réalisations de ces missions, elles sont prouvées par une photo et validées par la communauté, ce qui va permettre d'éviter la triche et aussi de montrer aux autres que des actions sont réalisées pour ensuite donner envie, etc. Et tout ça, ça prend quelques minutes par jour et c'est uniquement sur la base du volontariat. Ok, et ça dure combien de temps aussi le challenge? Alors le challenge, il peut varier donc en fonction de la taille des organisations qu'on accompagne, de 1 mois à 1 an parfois pour certaines entreprises qui sont très grandes et qui nécessitent du coup beaucoup de temps pour toucher vraiment tout le monde et pour changer vraiment les habitudes. En fait, de ce que j'entends, en effet, il y a des petits gestes, des éco-gestes, mais il y a aussi des choses qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin ou des choses qui sont très concrètes. C'est ce qu'on reproche parfois aux éco-gestes, c'est que ça fait un peu une goutte d'eau dans l'océan. Mais là, dans ce que tu as cité, il y a des choses très concrètes et qui changent en termes de bilan carbone personnel, rien que ça, qui font des grosses différences. De ce point de vue-là, finalement, je pense que la notion d'éco-geste, parfois, on peut la revisiter aussi en se disant que tout n'est pas si petit au final. Donc le parti pris, là, c'est quand même de proposer des missions collectives mais aussi individuelles pour sensibiliser. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de passer par ces petites missions individuelles? Parce que souvent, quand on veut changer son entreprise, il n'y a pas que nous, nos habitudes qui sont à changer, il y a beaucoup de choses qui sont structurelles aussi. Et pourtant, c'est le chemin de nombreuses personnes qui vont s'interroger sur leur empreinte personnelle, qui vont changer quelques habitudes. Et en fait, au bout d'un moment, elles vont s'apercevoir qu'il faut que le système il change aussi parce que voilà, agir seul, ça fonctionne pas. Donc, est-ce que en fait, on perd pas du temps en encourageant ces gestes individuels? Alors je pense effectivement qu'il y a une vraie stratégie de la part de beaucoup d'acteurs de s'attarder volontairement sur des petits gestes, justement pour attirer l'attention et retarder les actions sur les gestes un peu plus importants, les gestes qu'on peut nommer un peu plus radicaux, dans le sens où ils s'attaquent vraiment à la racine du problème, et pour ne pas le citer, le système capitaliste comme il est aujourd'hui. Il y a aussi un effet assez culpabilisant de rejeter la faute sur l'individu et qui pousse finalement à une sorte d'inaction collective où chacun se regarde et attend que l'autre agisse. Ce que Bon Pote, dans ses différents articles, appelle le triangle de l'inaction. Ouais, c'est-à-dire qu'on dit c'est la faute des entreprises disent c'est la faute des États, les États disent c'est la faute des citoyens, etc. Et on se regarde tous. Exactement. Et même les citoyens entre eux, les entreprises entre elles, et les États entre eux, c'est pas nous, c'est la Chine, etc. Ça, on l'entend à longueur de journée, la France est exemplaire, etc. Bon, voilà, tout le monde se rejette un peu la faute. Malgré cela, je pense qu'effectivement, oui, un peu comme dans
tout apprentissage, il faut commencer petit et par quelque chose qui nous touche ou qui nous intéresse individuellement pour mettre le pied à l'étrier. Mais là, vu les 50 ans, on va dire, de retard qu'on a, là, il va falloir faire ces petits pas rapidement, donc les petits pas, mais vite, et prendre conscience aussi, surtout, que ces petits pas, ce n'est qu'un début. C'est vraiment ce que je disais avant, de mettre le pied à l'étrier. C'est pas une fin en soi individuellement, mais c'est une transition collective vers un futur souhaitable. Donc, on va faire ces petits pas tous ensemble pour quelque chose de meilleur et de durable. Donc, mais après, toujours, si des personnes veulent commencer par le plus complexe, toujours avec plaisir. Il y en a pour tous les goûts dans l'application et voilà, pas de... Allez-y. Ok, ouais, c'est important en fait de dire ouais, ok, les petits pas, ça va pas tout faire, mais il faut bien commencer par quelque chose. Et de le faire ensemble, ça change quand même les choses aussi. Entre moi tout seul, je trie correctement mes déchets et tous mes collègues ils font pareil. C'est pas le même impact à la fin, c'est clair. Bon, et donc on l'a dit, les éco-gestes, donc c'est plus facile aussi pour commencer, hein, pour mettre le pied à l'étrier, pour débuter c'est bien, mais c'est pas suffisant. Comment on fait après pour que les gens ils puissent passer de j'ai un peu changé mes habitudes pour l'environnement à j'ai envie de changer toutes les choses autour de moi, participer à ce vrai changement de société qui est nécessaire dans le cadre de la transition écologique. Comment on fait ça? Comment on passe de moi et peut-être mes collègues qui font pareil je me rends compte qu'il faut aller plus loin. Alors, il y a on va dire la continuité de la sensibilisation. Donc d'abord, on se met à faire des petits gestes. Ensuite, on commence à faire des gestes un peu plus importants. Et ensuite, on se rend compte, comme tu disais juste avant, que c'est tout le système qu'il faut changer. Et le système, on le changera pas tout seul. C'est impossible. Donc c'est là où on commence à s'organiser entre personnes pour changer le système. Le système, c'est juste une somme d'individus qui ont fait des choix à un moment qui nous ont amenés là. On pourrait très bien faire d'autres choix et s'organiser ensemble pour faire autrement. Donc ça, c'est un peu l'étape d'après, on va dire, de s'organiser et de faire masse ensemble. Donc ça, voilà, c'est cette étape-là qu'il faut aller chercher. Et la notion de challenge, pour ça, elle est hyper intéressante, dans le sens où elle va permettre de dépasser ce stade on va dire, individuel pour rentrer dans l'action collective et qui va amener à des changements structurels. Donc on va dire quelques ingrédients qui font groupe, qui font masse, qui sont inspirés finalement des sciences du comportement, qui était le prix Nobel en 2017 et qu'on utilise allègrement chez Energique. Déjà, c'est de pas imposer au groupe de faire des choses, c'est de tout faire sur la base du volontariat. Vient qui veut, comme il veut, quand il veut. C'est également faire des groupes de gens qui se connaissent déjà, où il y a un vrai sentiment d'appartenance. Difficile de changer les choses avec des gens qu'on connaît pas forcément. Par contre, on commence par son petit cercle de gens qu'on connaît, avec qui on est en confiance. Ça, c'est important de faire des équipes dans le challenge où les gens se connaissent. C'est aussi un des moyens de faire, quand on se connaît, de faire que les gens se renvoient pas la faute, comme on disait tout à l'heure. Plus difficile de renvoyer la faute sur son meilleur ami que sur quelqu'un qu'on connaît pas à l'autre bout du monde, par exemple. Il y a un système d'évolution, de paliers, où on fait des petites actions ensemble, ensuite des moyennes actions ensemble, ensuite des plus grandes actions ensemble. Enfin, voilà, on se voit avancer ensemble et on avance tous ensemble. Tout ça progressivement et avec aussi une dynamique positive qui est hyper importante, en tout cas pour Énergie, qui je pense est la solution. C'est de donner envie et de montrer que c'est chouette, de montrer que ça fait du bien, de montrer que les gens sont heureux de changer et pas que c'est triste. On parle pas de décroissance super triste, on parle d'une autre manière de faire les choses et qui est vachement plus positive en plus, qui crée vachement plus de liens. Donc voilà, c'est toute cette logique-là qu'il faut amener pour faire groupe, qui est hyper importante. Et pour accompagner tout ça, comme tout groupe finalement, ça c'est, là je prends un peu plus ma casquette BAFA, mon ancienne casquette BAFA en tout cas, c'est d'animer tout ça. Un groupe, ça s'anime, ça doit vivre, ça évolue, et ça a besoin qu'on le relance. Donc il y a des personnes chez nous qui vont être un peu comme des coachs finalement, qui vont répondre aux questions, qui vont relancer les dynamiques quand ça s'essouffle un petit peu, qui vont mettre en avant les meilleurs joueurs et aider les personnes qui prennent un peu plus de temps à évoluer dans leur pratique, etc. Donc pour accompagner tout le monde et accompagner le groupe et leur donner tous les moyens. Ça peut être par exemple des supports pour les aider à la réalisation des missions. Donc voilà, donner toutes les cartes et faciliter au plus la vie pour que ce groupe évolue de manière autonome presque.
dans sa prise de conscience et dans le changement structurel, enfin vers le changement structurel. Donc ce que tu dis, c'est que pour passer des petits gestes individuels à un changement qui est plus important, ce qui est important, c'est que ce soit pas imposé, que ça parte quand même d'une démarche un peu volontaire. Je pense que je te poserai la question là-dessus de comment on fait pour que les gens ils aient quand même envie de venir, parce que dire allez-y, on fait un challenge, c'est participer si vous voulez, que personne participe, ça doit être une petite angoisse, je suppose, des entreprises quand elles se lancent. Mais bon, donc de pas imposer quand même, que ce soit volontaire, et ce sentiment de groupe et d'appartenance qui va avoir plein de vertus, d'entraînement, de responsabilité, et que vous animez. Du coup, je voulais revenir sur la partie volontariat. Comment on fait? Parce que quand on met le challenge en place dans l'entreprise, donc ça peut être c'est proposé à tous les collaborateurs, je suppose. Et comment on peut faire pour qu'ils aient envie de participer? Parce qu'il y a une application à télécharger, donc ça demande déjà un premier pas qui n'est pas forcément évident, d'avoir envie de se mettre dessus, de dire bon bah c'est un challenge environnemental, est-ce que j'ai envie de faire ça, j'ai pas le temps, etc. Comment on... Enfin, je pense que c'est une clé du succès aussi du challenge. Comment on fait pour embarquer largement? Alors effectivement, je pense qu'il n'y a pas une seule entreprise ou une seule école ou bailleur social ou collectivité qui nous a pas dit en rendez-vous avant de lancer le challenge. Chez nous, c'est différent, ça marchera jamais, les gens ont pas envie, les gens ont pas le temps, il y a déjà plein de trucs en place, c'est sûr que ça marchera jamais. Ça, je pense, tout le monde nous l'a dit. Même au bout de la 300e fois, tout le monde nous l'a dit et on a toujours rassuré là-dessus. Avec pas mal de réponses, notamment le fait que aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de faire des choses mais qui savent pas forcément par quel bout le prendre. Donc là, on va déjà arriver avec un ton assez positif, avec un début de solution qui va intéresser quand même pas mal de gens. Généralement, je pense 10-15% de l'entreprise qui va déjà être sensible à cette action-là qui est mise en place parce qu'ils sont en demande d'action à mettre en place tout de suite et qui vont sauter le pas assez vite. Ensuite, donc ça, c'est les personnes qui sont assez sensibles quand même et qui ont envie de faire des choses. L'enjeu, ça va être de toucher, on va dire, un peu le ventre mou des 70% de la masse de gens dans l'entreprise qui, bon, s'il faut le faire, ils vont le faire, mais un peu sans grande volonté. Ça, ces personnes-là, on va réussir à les toucher avec justement l'aspect positif, leur montrer que ce qu'on leur dit à la télé, c'est pas tout à fait vrai, on peut quand même se marrer à faire des éco-gestes et à changer le monde. Il va y avoir les logiques de parrainage aussi. Ça va pas être la même chose si c'est une entreprise ou quelqu'un de l'extérieur qui leur dit faites ça ou venez on fait ça, ou leurs super collègues avec qui ils font plein de projets, avec qui ils sont assez proches. Le parrainage va amener quand même pas mal de gens. Et après, au fur et à mesure qu'on arrive sur 30-40% de la population de l'entreprise qui va être touchée, et là il y a des personnes qui vont juste nous rejoindre du fait de tout le monde le fait, du coup je vais le faire aussi. Et c'est là où on arrive sur quelque chose d'intéressant, où on dépasse, on va dire, la masse critique pour embarquer du monde. Donc il faut bien gérer le lancement, bien miser sur les bonnes personnes au bon moment, et après la dynamique de groupe fait tout le reste. Ok, d'accord. Ouais, intéressant le système de parrainage qui fait gagner des points pour le challenge, qui permet aussi d'embarquer un peu plus largement. Ça marche. Et donc on est sur un challenge, et qui dit challenge, souvent moi j'entends aussi récompense. Donc est-ce qu'il y a des lots, des cadeaux? Est-ce que voilà, tu penses qu'il faut qu'il y ait ça dans un challenge pour que ça fonctionne aussi? Oui, effectivement, qui dit challenge, dit aussi récompense. Après, toutes les récompenses sont pas forcément des lots physiques ou autres. Il peut y avoir des récompenses qui sont plutôt fictives ou symboliques. C'est important. Donc là, dans le challenge, il y a des points. En soi, les points, ça donne rien, ça change pas la vie, on va dire. Mais ça permet de se situer, etc. Nous, on fait également un don à une association. Donc pour chaque joueur qui s'inscrit au challenge, on remet nous 1 € à une association qui sera proposée et choisie par les collaborateurs donc qui participent au challenge. Donc ça, c'est pas fictif, mais c'est une récompense qui va être pour le bien commun. Donc ça c'est important. Donc je pense que c'est bien de mettre des récompenses si elles alimentent un bien commun et qu'on retombe pas dans les sujets de récompenses individuelles et du coup d'action individuelle et d'un individualisme qu'il faut justement un peu combattre, ou encore pire, qu'on tombe sur des récompenses comme des cartes cadeaux qui sont en fait des récompenses individuelles qui incitent à la consommation. Donc là on se reprend les pieds dans le tapis. Donc c'est assez il faut savoir, c'est un peu un jeu d'équilibriste ces récompenses, mais plutôt privilégier les récompenses symboliques, collectives. Ouais.
Je vois, donc pourquoi pas les récompenses, ça fait partie du jeu, ça peut aider à motiver, mais pas n'importe quelle récompense. Et donc il y a des missions individuelles, il y a des missions collectives. Est-ce qu'il y a un lien entre ces différentes missions? Parce que c'est pas la même chose du tout de réaliser, des missions, de son côté sans en parler à personne, que de s'organiser avec d'autres collègues, pour mener des missions ensemble. Ça demande un peu d'organisation, aussi. Voilà, est-ce qu'il y a un lien entre, les missions individuelles et les missions collectives? Alors les missions individuelles, elles vont plutôt servir un peu d'entraînement, on va dire. On va d'abord faire ces petits gestes de son côté pour se sentir prêt, et ensuite on va essayer de le faire tous ensemble, un peu plus grand. Donc un peu comme quand on teste des choses qu'on connaît pas encore trop bien, on aime bien pouvoir déjà s'entraîner un peu chez soi et maîtriser la chose avant de se mettre en groupe et de lancer la dynamique. Donc il y a un effet de préparation et de mise en place plutôt comme ça. Et les missions collectives vont servir aussi plutôt à faire du lien entre les gens. Parfois, il n'y a pas énormément d'impact. C'est quand on crée des actions, par exemple, je disais tout à l'heure, sur l'organisation d'un petit déj zéro déchet ou un ramassage de déchets, on va dire sur les abords du bureau. Il n'y a pas un impact énorme pour l'entreprise en termes de bilan carbone. Par contre, il y a un groupe qui se crée, il y a une dynamique qui se crée, et ce groupe-là, derrière, il va pouvoir réaliser telle ou telle action euh, sur la base des connaissances individuelles qui ont été acquises, créer un socle de connaissances individuelles, créer un groupe qui va pouvoir les mettre en place ensemble et se conforter dans l'idée qu'il faut changer les choses et après changer structurellement. C'est vraiment des étapes comme ça qu'il faut passer, et comme ça que s'imbriquent les missions individuelles et collectives. Ouais, c'est toujours dans cette idée de démarche progressive, où on va de plus en plus loin. Alors, du coup, maintenant, ce que je me demande, c'est est-ce que ça fonctionne concrètement? Donc vous avez, des milliers de salariés qui ont mené plein de gestes individuels, qui ont changé des choses. Est-ce que tu as des exemples, peut-être d'entreprises où, ils ont su passer des éco-gestes à une démarche peut-être plus significative ou, une entreprise, voilà, où il y a eu du résultat peut-être un petit peu exceptionnel? Il y a la Banque de France qui a été qui est assez représentative en fait des grandes entreprises, on va dire, qu'on accompagne. En grosso modo, la Banque de France, c'est à peu près 10 000 personnes. Parmi elles, il y a à peu près 3 000 personnes qui ont participé au challenge, donc qui ont mis en place des éco-gestes, qui ont proposé plusieurs milliers d'idées, donc comme je disais tout à l'heure, pour améliorer la stratégie RSE de la Banque de France, et qui ont permis justement à la direction RSE d'avoir une liste des idées qui étaient plébiscitées par les collaborateurs, donc qui étaient vraiment poussées par eux, et qui cette liste a pu être réutilisée après derrière pour aller argumenter auprès de la direction, et la direction générale qui a attribué des budgets assez conséquents quand même pour tester toutes ces idées, quasiment une à une. Il y en a une trentaine ou trentaine qui ont été shortlistées, on va dire, et testées pour être ensuite déployées, donc aussi bien sur des gestes assez quotidiens que des gestes plutôt complètement liés à leur métier de banquier, on va dire. Donc ça, c'est pour l'exemple de la Banque de France. Et il y a aussi des entreprises dans lesquelles il y a des ambassadeurs qu'on a détectés. Il n'y avait pas de direction RSE ou autre dans les plus petites entreprises. Et il y a des ambassadeurs, des ambassadrices qu'on a détectés. Et quand le poste s'est ouvert, ces personnes ont pu prendre le poste de direction RSE, donc tout juste naissant, pour après porter la stratégie, etc. Donc voilà, c'est des évolutions comme ça qu'on peut constater, même si, en toute humilité, c'est quand même dur de s'approprier directement des résultats d'une grande organisation. Donc nous, on va plutôt être là comme un catalyseur, donc, parmi plein d'autres qui sont super chouettes, comme la Fresque ou Deux par exemple, qui font ce travail de un peu de rabâcher au quotidien des choses, d'expliquer, et un jour ça éclot, mais qui qui a planté la graine, qui a fait quoi? Voilà, c'est un peu difficile de dire qui est responsable de quoi, mais c'est le genre de choses qu'on peut voir après un challenge en tout cas. Ouais, je vois, c'est pas évident de pour vous peut-être de dire, «Grâce à nous, cette entreprise a changé ça et ça», mais bon, néanmoins, vous avez été, vous faites partie des éléments déclencheurs parce que, ça a permis de parler de ce sujet-là, peut-être qu'il y a une culture un peu commune à un moment, une émulation qui fait qu'il y a des sujets qui ont été poussés et qui sont, ensuite intégrés dans les politiques RSE des boîtes, donc c'est pas rien, même si on comprend que ça tout seul, ça suffit pas.
Mais c'est un des éléments qui fait que ça peut avancer peut-être un peu plus vite, du coup. Et puis surtout de montrer, c'est souvent un enjeu, de montrer à la direction que c'est pas la lubie d'une ou deux personnes en interne, mais de 70% parfois de la boîte qui a envie et qui est en attente de changement. Donc là, généralement, parfois le challenge est un peu un faire-valoir, in fine, de transformation. Donc ça, c'est quand même une belle chose. Quand on se dit, ah oui, il n'y a pas que deux, trois personnes, c'est 700 personnes qui ont dit ça. Ça n'a pas le même poids et donc ça accélère aussi parfois le changement des organisations. Ouais, moi je compare ça un petit peu à la politique de certains pays où les gouvernements vont dire ben je sais pas si ma population elle est prête pour telle réforme, pour telle mesure. On peut peut-être retrouver un peu cette même crainte dans les entreprises de ben si je passe tout le monde en voiture électrique, si je mets des plats végétariens à la cantine, etc. Comment ça va être reçu? Et le fait en fait de voir que ça intéresse des gens et que c'est même une attente, ça peut rassurer les directions des entreprises. Ça rassure les directions et ça leur met aussi assez souvent en face de leurs enjeux à elles de changer. Souvent, c'est effectivement les directions qui ont le plus de travail à faire sur elles-mêmes que pas mal de salariés qui sont déjà bien engagés dans pas mal de démarches et individuelles en tout cas. Ouais, et ça permet de repérer aussi ces salariés qui sont des soutiens. Je pense que c'est important pour une entreprise de bien identifier, quels sont les salariés sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour, les aider à mettre en place cette politique, RSE, environnementale, ou sociale. Oui, dans la mesure où souvent, on le voit aussi dans les entreprises qu'on accompagne, quand il y a une centaine de personnes, il y a souvent une personne qui est détachée au RH ou à la communication pour s'occuper de ce sujet-là, donc c'est loin d'être suffisant. Quand c'est une entreprise de 800 ou 1000 personnes à peu près, on va retrouver une personne à temps plein, voire deux, dans une pseudo-direction RSE, sauf que à deux personnes, donc quatre bras, change pas toute une entreprise de 1000 personnes du jour au lendemain. C'est hyper important d'avoir ce réseau-là, ne serait-ce que pour un soutien personnel, de pas être la seule personne avec son bâton de pèlerin en interne à essayer de changer les choses, d'avoir un réseau de 10, 20, 30, 50, 60 personnes sur qui on peut compter et qui nous confortent aussi dans l'idée on va dire qu'on est du bon côté. Ça peut faire du bien parfois. On a des directions RSE qui sont assez éco-anxieuses et assez surmenées même, et pour une tâche qui est beaucoup trop grande pour une personne. Donc c'est toujours chouette d'être accompagné et de le faire ensemble. Je le redis, mais c'est ensemble qu'on change. Ouais, c'est hyper précieux en tout cas d'avoir ces gens-là. Bon, et ben écoute, merci. On arrive à la fin de cet épisode et je voulais te poser la question que je pose à tous les invités, c'est voilà, est-ce que maintenant tu as un conseil écolo à partager pour les personnes qui nous écoutent? Alors mon conseil écolo, c'est avant tout ma réflexion personnelle. Donc je pense que je considère en tout cas que les organisations, les entreprises, les collectivités, etc., elles se sont faites et elles se sont transformées au fil des années par la force des gens qui y travaillent. J'en suis intimement convaincu. Les organisations sont une somme de personnes qui travaillent au quotidien pour une cause commune. Et si on en est arrivé là, il n'y a pas de raison pour qu'elles puissent faire machine arrière et se transformer, en tout cas, avec ces mêmes forces, donc ces forces de travail. On a à peu près 100 000 heures, en tout cas dans l'état actuel des choses, de temps au boulot. Donc on a 100 000 heures pour faire changer les organisations dans lesquelles on travaille dans le bon sens. Donc à nous aussi de nous impliquer, de lancer des projets, de parler notre engagement pour refaire les choses un peu mieux, en tout cas un peu plus en adéquation avec nos valeurs. Et je pense que le boulot, c'est un super terrain de jeu. Il faut vraiment pas hésiter à expérimenter des choses, à lancer des projets, ou bien même à changer de boulot parfois quand c'est pas en lien avec nos valeurs. En tout cas. Ok, donc on prend nos responsabilités au boulot pour faire changer les choses. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir partagé votre expérience à Énergique avec nous. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Bon alors, les éco-gestes au final, on est tous et toutes un peu obligés de passer par là au début. Donc j'arrête d'entretenir la polémique, oui aux éco-gestes, mais on ne s'arrête pas là. Finalement, je le vois comme un socle, une première étape. Et quand on veut aller plus loin, comme toujours, il faut s'orienter vers le collectif. Ce que je retiens de ce que Quentin a partagé, qui est mis en œuvre dans l'application énergique, c'est après la mise à niveau individuelle,
de créer un groupe qui a quelque chose en commun et de l'accompagner à passer les paliers suivants ensemble. Pour cela, trouvez un élément déclencheur. Ça peut être le challenge environnemental d'Énergique, ça peut être une fresque, un atelier ou un défi interne sur lequel on pourra capitaliser. Je vous partage donc les 3 niveaux d'action que vous pouvez prendre à partir des petits gestes pour aller vers un impact plus grand. Alors, premier niveau, à votre échelle individuelle, vous pouvez mesurer votre bilan carbone individuel sur le site d'Énergique, c'est possible, et choisir peut-être un documentaire à regarder, un article à lire ou un podcast à écouter sur un sujet environnemental que vous ne maîtrisez pas et qui vous aidera à déterminer les petits pas les plus utiles pour vous personnellement, car il faudra vite passer à la suite. Au niveau 2, avec des collègues, proposez un challenge. Choisissez un thème, un sujet important à aborder dans votre entreprise et agissez dessus de manière collective. Voir les autres agir, ça motive, on crée une émulation. Les sujets, ça peut être numérique, mobilité, chasse au gaspillage d'énergie, alimentation végétale ou zéro déchet. Les possibilités d'action commune sont presque illimitées. Et niveau 3, au niveau structurel de toute l'entreprise, provoquer des occasions de discuter d'écologie au travail, d'agir et de réfléchir ensemble. Car c'est ça qui vous fera avancer. Et il y a tout un écosystème pour mobiliser les salariés qui existe. Toutes les fresques, les ateliers d'automne, jusqu'aux challenges bien pensés, comme celui d'Énergique, qui existent et qui ont été éprouvés par de nombreuses structures avant vous. Appuyez-vous sur ce qui existe et sur ce qui fonctionne. Le tout étant évidemment d'oser passer à l'action. Alors demandez-vous quel pourrait être le prochain niveau pour vous au travail. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre « Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir », publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!